cette petite ville, sur la rive ouest du Mississippi, une grande injustice se prépare. Le menuisier du pays, Muff Potter, va être condamné à mort pour avoir assassiné le docteur Robinson. Mais le véritable assassin, c'est Joe l'Indien, qui a profité d'un moment d'ivresse de Muff Potter pour lui faire croire qu'il avait tué le docteur. 2 enfants, Tom et Huck, ont assisté en cachette à la scène du meurtre, mais ils n'osent pas révéler la vérité tant ils craignent la vengeance de Joe l'Indien. Tout de même, au tribunal, Tom se décide. Il accuse le vrai coupable, mais celui-ci a le temps de se sauver. Les jours passent. Joe l'Indien ne se manifeste pas, et Tom, qui a de moins en moins peur de sa vengeance, reprend sa vie habituelle. Il se promène avec Becky, la petite camarade de classe dont il est amoureux, et s'amuse à taquiner sa tante Polly qui l'élève depuis la mort de ses parents. Mais Huck n'est pas tranquille. Il a peur de la vengeance de Joe l'Indien. Il a beau être le héros du jour, un petit garçon n'est pas très rassuré, au fond, quand il sent planer sur lui la vengeance de Joe l'Indien. Mais comme Joe l'Indien ne se manifestait toujours pas, Tom finit par l'oublier. Il fut tout entier au plaisir de se sentir couvert de gloire. Il se demanda même si un futur président de la République pouvait condescendre à aller encore à l'école du dimanche. Je vais te le dire, mon garçon. Ta mère y est allée quand elle avait ton âge. Ton père y est allé quand il avait ton âge. J'y suis allée moi-même. Joe Harper y va toujours. Tous les dimanches, ainsi qu'Alan Gray, Bill Rogers et d'autres. C'est bon, je ne dis plus rien, j'y vais. Oh, oh, je crois bien que tu iras. Sid, passe-moi la brosse. Ce vêtement solennel le rendait malheureux tous les dimanches. Il ne le portait que ce jour-là. On l'appelait « ton autre costume », c'est vous dire l'étendue de sa garde-robe. Et maintenant, je passe la parole à votre professeur, Monsieur Dobbins. Un peu d'attention, je vous prie. Mes enfants, je vous demande de vous tenir aussi droit que possible. Et de m'accorder un peu d'attention. Voilà. C'est ainsi que doivent faire des enfants bien élevés dans une église. Comme tous les dimanches, on commença par le discours rituel de l'instituteur. On l'avait déjà entendu le dimanche précédent, on était sûr de le réentendre le dimanche suivant, à peine modifié. Laissez-moi vous dire tout d'abord combien je suis heureux de voir tant de petits visages propres et rayonnants réunis en ce lieu pour y apprendre à faire le bien et à bien se conduire. Etc., etc. Tous les discours de ce genre se ressemblent et vous les connaissez trop bien pour que je vous rapporte la suite. Mais ce dimanche-ci n'était pas comme les autres. Les notables de l'endroit étaient venus assister à la remise d'un prix qu'on ne peut qualifier autrement que de prix de vertu. D'ailleurs, tout le monde connaissait d'avance le lauréat, c'était toujours Dutchy qui emportait le prix. C'était un petit Allemand, désespérément sage et doué d'une mémoire extraordinaire. Dutchy était capable de vous réciter 3000 versets de la Bible sans oublier un seul mot. Pourtant, Dutchy n'était pas heureux. Ce prix de vertu annuel, ça ne lui disait rien. Son rêve secret, c'était d'être un grand aventurier, comme Tom Sawyer. Malheureusement, il n'avait aucune disposition. Mes chers enfants, voici venue l'heure solennelle de la distribution des prix. Becky n'écoute plus M. Dobbins, et sa rêverie l'a fait s'envoler très loin, très loin. Si la petite fille qui regarde par la fenêtre voulait bien me prêter son attention. Mais peut-être s'imagine-t-elle que je suis perché sur un de ces arbres en train de faire des discours aux petits oiseaux. Je voudrais maintenant voir s'approcher tous ceux qui estiment avoir gagné assez de bons points pour mériter un prix. Comment? Il n'y en a pas un seul? J'ai peine à l'imaginer. Bien. Eh bien, dans ce cas, il n'y aura pas de prix cette année. Monsieur Dobbins fut comme frappé par la foudre. Il était parfaitement absurde de supposer qu'un garçon aussi dissipé ait pu emmagasiner 2000 versets dans sa mémoire. Oh, je m'attendais. Mais Monsieur Dobbins sentit qu'il valait mieux ne pas trop chercher à élucider ce mystère. Il y en a 11, monsieur. 10. 10 exactement. Je n'en trouve pas plus, mais c'est déjà suffisant.
11. Indiscutablement. C'est bien, Thomas Sawyer. C'est très bien. C'est même assez extraordinaire. Voici Thomas Sawyer, monsieur. Oui. Et nous le connaissons. Du tribunal. N'est-ce pas, mon garçon? Il n'osait plus respirer, son cœur battait, non parce que c'était un personnage considérable dans le pays, mais parce que c'était son père à elle. Et alors, tu me reconnais pas? Si, monsieur. Ah. Eh ben, tu vois, je suis content de voir qu'un garçon aussi courageux que toi possède également les facultés intellectuelles nécessaires pour apprendre... 2000 versets, monsieur. 2000 versets. Je vous demande pardon, monsieur. Il y avait 11 points. Cela fait 2200. Oui. Eh ben, tant mieux. Le courage et l'intelligence vont bien ensemble. Ces 2200 versets que tu as appris, tu ne les échangerais pas pour tout l'or du monde. Hein? Et maintenant, je voudrais que tu me dises, enfin que tu me dises, que tu nous dises à tous. Voyons, tu connais certainement les noms des 12 apôtres, hein? Oui. Alors je voudrais que tu me dises les noms de ceux qui devinrent les 2 premiers disciples de Jésus. Tout en voyant venir la catastrophe, M. Dobbins se crut obligé de dire « Réponds, Thomas. Réponds. Allons. Tu le diras bien à moi? Dis. Les 2 premiers disciples étaient... David et Goliath. Tout le village fut si fier de posséder un enfant prodige que pour bien marquer sa supériorité sur les villages voisins qui n'en possédaient pas, on décida d'organiser périodiquement des défilés municipaux pour fêter drapeau en tête son petit héros local. Qu'est-ce qui te prend de farfouiller partout comme ça, Tom? J'aimerais que tu me répondes. Hein? Qu'est-ce que tu cherches? Oh, rien, mon couteau. J'ai dû le laisser dans la grange. Mais on a beau être soi-même un héros local, les défilés à la longue c'est monotone. Surtout quand ça ne fait que célébrer des exploits passés. Et Tom fut saisi par le désir de se lancer dans de nouvelles aventures. On avait beaucoup parlé dans le pays d'un trésor caché, le trésor de Slade. Eh bien ce trésor-là, il le trouverait. À qui? Crie pas si fort. Tu vois bien que je m'intéresse aux poires du voisin. Tu devrais m'aider. Écoute, Aki, laisse tomber les poires. On a mieux à faire. On va partir à la recherche d'un trésor. Hein? Quoi? Oui, un trésor. Des piastres, des doublons, des dollars même s'il le faut. Pas question de choisir son trésor. Quand on en trouve un, on le prend tel quel. Où est-ce qu'on va le chercher? Oh, n'importe où. Tu crois qu'on en trouve comme ça, partout? J'ai lu des histoires là-dessus. Les plus gros, on les trouve dans les villes. Mais il y en a des tas d'autres partout. Tiens, un exemple. Tu creuses sous un arbre. Ou bien tu te glisses dans une maison hantée et tu soulèves le plancher. Qui est-ce qui les met sous le plancher? Qui? Mais les voleurs, évidemment. Les bandits. Tu ne voudras pas que ça soit l'inspecteur de l'école du dimanche, non? Allez, viens. Et il le laisse là? Simplement pour que d'autres puissent le trouver? Idiot, ils ont évidemment l'intention de revenir le chercher. Seulement ils se font prendre avant, voilà tout. Bien sûr. Une fois pendus, ils peuvent difficilement venir le chercher. Mais dis donc, Tom, les chercheurs de trésors, ça doit se fatiguer à creuser avec un canif.
Non, eux, ils ont droit à la pelle et à la pioche. Allez, viens. Ils décidèrent de s'attaquer d'abord à un vieil arbre mort de l'autre côté de la colline. Un trajet assez long sous un soleil de plomb. C'est peut-être un arbre à trésor, ça. Qu'est-ce que tu feras, toi, quand tu seras riche? Moi, première chose, je mangerai des gâteaux avec une limonade. Et puis, je me paierai un cigare, un vrai. Et tous les jours, je recommencerai. Mais tu ne mettras rien de côté? De côté? Pourquoi faire? Pour plus tard. Pourquoi plus tard? Moi, je le ferai, et puis je me marierai. Tu te marieras? Bien sûr, comme tout le monde. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et elle s'appelle comment, ta poulette? D'abord, ce n'est pas une poulette, c'est une demoiselle. Oh, les femmes, c'est toujours du pareil au même. Elles n'en veulent qu'à votre argent. Mon père me le dit souvent. Alors, tu me dis qui c'est? Secret. C'est peut-être pas une poulette, Tom. Seulement, si tu te maries, je serai encore plus seule. Mais non, tu vivras avec nous. T'auras une chambre, rien qu'à toi, et on mangera tous les trois ensemble. Mais maintenant, faut d'abord découvrir le trésor. Allez, remue-toi. Oui, mais qui est-ce qui fera la cuisine? Elle, évidemment. À mon avis, faut essayer là. Là, il y a un trou. C'est là, ils ont enterré un trésor. Ils travaillèrent d'arrache-pied pendant une bonne demi-heure, sans résultat. Puis ils recommencèrent pendant une autre demi-heure. Eh bien, ils les enterrent profond, leurs trésors. C'est peut-être qu'on s'est trompé d'arbre. J'en connais des tas d'autres comme ça. Mais ils étaient obstinés. On chercherait ailleurs, voilà tout. C'était les vacances. Becky Thatcher était chez ses parents à Saint-Louis et Tom avait du temps à revendre. Et Huck, qui n'allait jamais à l'école, disposait comme toujours de loisirs illimités. Quel jour est-on? Vendredi 13. Oh, faut jamais rien trouver un vendredi 13. Viens, on va se baigner. Tu le fais, ce plongeon? Ils remirent au lendemain la recherche du trésor et passèrent la fin de l'après-midi d'une façon plus rafraîchissante. Tout à la joie de s'ébattre dans l'eau, ils ne pensèrent plus à rien. Pas même à Joe l'Indien et à sa vengeance possible. Il y a longtemps qu'il n'est venu personne. Il y a des toiles d'araignées et des herbes partout. C'est un indice. C'est là qu'il rangeait ses affaires. C'est vide. On ne le verra plus. Moi, je me méfie. Allez, viens, on continue. On va enfin commencer. Une vieille bicoque comme celle-ci, c'est le rêve, crois-moi. C'est tout à fait l'endroit pour cacher un trésor. Bon, on va creuser dans le plancher en bas. Chut. Qu'est-ce qu'il y a? T'entends pas? Là. Ils sont deux. Les voilà. Filons par derrière. Non, trop tard. Couche-toi.
Ce ne sont peut-être que des gens qui passent. Ils s'arrêtent. Ils repartent. Les voilà. Je savais bien que ça allait tourner mal. C'est pas, Joe. Moi, à ta place, je laisserai tomber. Cette affaire-là se contre aussi. Reste en dehors si tu veux. Ce que j'ai à régler ici, dans ce sale patelin, est strictement personnel. Moi, je m'en fiche, je suis pas connu. Mais toi, je te déconseille de te balader en plein jour. Hein. T'en fais pas pour moi. Et laisse-moi faire. Il y a bien des gens ici qui seront obligés de danser au son de ma flûte. Et quand il fera nuit, j'irai faire un petit tour au village. Pour voir par quel bout prendre l'affaire. Et après, en route pour le Texas. Qu'est-ce que tu veux faire, au juste? Régler un compte, c'est tout. Avant de quitter la région, je veux que tout le monde ait payé ses dettes. J'aime pas me faire rouler. Il s'agissait d'eux, c'est évident. Laisse-moi roupiller maintenant. C'est moi qui ai monté la garde la nuit dernière, c'est ton tour cette nuit. Filons. Je peux pas. Si l'un te bouge, je vais tomber raide. Allons, du grand. Vas-y. Non. Vas-y, toi, le premier. Il est difficile de rester en équilibre sur une seule patte, comme les cigognes. Mais poser l'autre par terre, c'était déclencher la catastrophe. Il se garda bien de renouveler sa tentative. Les enfants, paralysés par l'épouvante, avaient l'impression de vivre un cauchemar. Toi, comme d'ailleurs, je te retiens. J'ai encore pioncé. Il y a $600 là-dedans.
De quoi aller au Texas tous les deux. Et même plus loin. Si t'avais montré ça à Jamestown, t'aurais reçu un pruneau dans le ventre. Vaut mieux le cacher ailleurs. Suffit de bien tasser la terre, personne n'y verra rien. Il y a longtemps qu'il est planqué là, ton petit magot? Oh, à peu près 6 mois. Ouais, depuis l'affaire Potter. Tiens, on dirait une planche. C'est même une caisse. Allez, aide-moi, on va la sortir de là. Allez, allez, allez. Allez, 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 bouge pas, allez. Il suffit de faire un trou dans le bois, c'est tout pourri. Allez, attends, allez. Allez. Je crois que j'ai vu des pelles et des pioches quelque part par là. On est fichus. Non, c'est pas nécessaire. Mais c'est de vrai de l'art, ça! Il y en a! Il y a des milliers de dollars! Diable, oui. Slade aussi en avait amassé pas mal avant de se faire pendre sur l'autre rive. Billy Slade? Ouais. Il y a 10 ans, il a rôdé par ici. Pressé la région comme un citron. Depuis, on dit que... il a caché son argent quelque part par ici. Combien crois-tu que les gens ont planté de pommiers depuis? Des masses. Mais les trous pour leurs pommiers, ils les ont creusés profond. Profond! Le pasteur mit leur en tête. Dis donc. Ces outils, d'où ils peuvent venir? Ah, ça, c'est vieux cirouillé. Qu'est-ce que t'as? On va tout déménager. Je connais une planque plus sûre. Plus sûr, ça me paraît difficile. Je sais pas. Mais j'aime mieux. Ils étaient perdus. Quoi faire? Sauter dans le vide? 1, 2, 3... Non, pas la peine. T'es cinglé ou quoi? C'était pour voir s'il n'y avait personne. Eh bien, c'est tout vu. Avec cette échelle pourrie qui veut-tu qui monte là-haut? Allez, on se tire. Oh, j'ai eu chaud. Et moi, je suis le roi des ânes. J'aurais dû penser tout de suite que le trésor était en bas. Oh, j'ai les genoux qui tremblent. Ils sont partis avec, et nous, ceinture. T'as vu tous les dollars qu'il y avait? Des dollars en or. Et en plus, il va falloir descendre sans échelle. En rêve, Tom revécut toute l'aventure. Mais chaque fois qu'il mettait la main dessus, le trésor lui fondait dans les doigts. Et voilà que Joe surgissait et le prenait à la gorge. Il se réveilla juste à temps, un peu plus et ça y était. Et alors il se demanda si cette aventure elle-même n'était pas aussi un rêve qu'il aurait eu. Oui, cet énorme tas de pièces d'or, c'était trop beau pour être vrai. Un seul moyen pour mettre la main sur le trésor, retrouver Joe l'Indien.